Bonsoir, tu es sur Dérive douce. Ce soir, on va explorer ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu t'installes dans le silence avant de dormir. 10 minutes, rien de plus. Pas un guide de bien-être, pas des conseils pour mieux récupérer, une traversée de ce que la neurologie a commencé à cartographier sérieusement et que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Avant qu'on entre dans le vif, dis-moi en commentaire quelle heure il est chez toi en ce moment, ou comment s'est passée ta journée. Quelques mots, rien de plus. Les personnes qui écrivent ici sont souvent d'une profondeur et d'une gentillesse assez rares, et je lis vraiment ce que vous laissez. Si le projet Dérive douce te touche, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Ce qui est étrange avec 10 minutes de silence, c'est à quel point elle semble peu de choses. Une durée qu'on juge trop courte pour compter, trop longue pour tenir. Et pourtant, à l'échelle du cerveau, 10 minutes de silence immobile représentent une bascule mesurable. Pas métaphorique, pas progressive sur des semaines, mais observable dans les premières minutes elles-mêmes, dans des structures que la neuroimagerie peut localiser et quantifier. Le paradoxe de départ, c'est celui-ci. Le cerveau humain passe l'essentiel de ses heures éveillées à traiter des flux, des informations, des décisions mineures, des signaux sociaux, des bruits de fond, des notifications, des transitions d'une tâche à l'autre. Ce régime de traitement continu n'est pas neutre. Il maintient certains systèmes en état d'alerte permanente. Et l'alerte, biologiquement, a un coût. Pas dramatique, pas douloureux, simplement cumulatif. Quand la nuit arrive, le cerveau ne sait pas d'emblée comment sortir de ce régime. Il faut quelque chose pour amorcer la transition. Le silence fait partie de cette amorce. Mais ce qui se passe pendant ces 10 minutes dépasse largement l'idée de décompression. Le cerveau ne passe pas de l'activité au repos comme on éteint une lampe. Il entre dans un état fonctionnel distinct, avec ses propres fréquences électriques, ses propres réseaux actifs, ses propres dépenses d'énergie. Un état que ni le sommeil ni l'éveil ordinaire ne reproduisent exactement. Un troisième mode, en quelque sorte, que la plupart des gens traversent très rarement dans une journée, et parfois jamais. Ce qui rend cette question intéressante, c'est la tension qu'elle porte avec elle. Si les effets de 10 minutes de silence sont documentés, mesurables, et dans certains cas équivalents à des interventions bien plus complexes, pourquoi est-ce difficile à maintenir? Pourquoi tant de personnes qui commencent abandonnent dans les premières semaines? La réponse à cette question n'est pas une question de discipline ou de motivation. Elle touche à quelque chose de plus fondamental dans la façon dont le cerveau s'est adapté à l'environnement sonore et stimulant dans lequel il vit. Et cette réponse, on y reviendra. Ce qui va suivre ne s'appuie pas sur des promesses vagues. Chaque mécanisme évoqué correspond à un phénomène identifiable. Une variation hormonale, une fréquence électrique, un réseau cérébral, une structure anatomique. Le langage sera simple parce que les mécanismes eux-mêmes sont déjà suffisamment denses pour ne pas avoir besoin d'être habillés. Mais la simplicité du langage ne réduit pas la profondeur de ce qui se passe vraiment dans ce silence que tu t'apprêtes peut-être à essayer ce soir. Le cerveau, dans ces 10 minutes, travaille autrement, avec d'autres outils, d'autres priorités, d'autres zones au premier plan. Et la question qui reste ouverte tout au long de cette traversée, pourquoi le silence est-il devenu si difficile à habiter si ses effets sont certains? Cette question ne trouvera pas de réponse simple. Elle en trouvera une vraie. Ce n'est pas la même chose. Le silence, dans sa définition commune, évoque l'absence. L'absence de son, de stimulation, de sollicitation. C'est la façon la plus naturelle d'en parler, et c'est aussi celle qui rate l'essentiel de ce qui se passe neuralement. Dès que l'environnement sonore cesse d'alimenter le cerveau en signaux externes, quelque chose se met en route. Un mode de fonctionnement que l'électroencéphalographie mesure avec une précision suffisante pour le distinguer sans ambiguïté de l'éveil actif et du sommeil léger. Ce mode a une signature électrique reconnaissable. Les ondes alpha
fréquences oscillant autour de 8 à 12 Hz, prennent de l'amplitude dans les zones postérieures du cortex. Ce n'est pas un événement anodin. Les ondes alpha correspondent à un état d'inhibition active, c'est-à-dire que certains circuits de traitement sensoriel sont mis en veille non pas par défaut, mais par un mécanisme délibéré du cerveau lui-même. Le terme technique est inhibition corticale, une suppression organisée de l'activité dans les zones qui traitent les entrées sensorielles, pour libérer des ressources ailleurs. Le silence ne vide pas le cerveau, il redéploie ses ressources. Et c'est là que la définition commune du silence, comme neutralité, commence à se fissurer. Ce que nous percevons subjectivement comme ne rien faire correspond objectivement à une reconfiguration de l'allocation d'énergie cérébrale. Le cerveau, même au repos apparent, consomme environ 20% de l'énergie totale du corps. Ce chiffre ne baisse pas de façon significative dans le silence. Ce qui change, c'est où cette énergie va. Elle se retire des circuits de traitement des entrées extérieures pour alimenter d'autres processus, plus internes, moins visibles, mais fonctionnellement actifs. Cet état n'est ni le sommeil, ni l'éveil ordinaire. Dans l'éveil actif, le cerveau est dominé par les ondes bêta, fréquences rapides au-dessus de 13 Hz, associées au traitement délibéré, à l'attention dirigée vers l'extérieur, à la gestion des tâches. Dans le sommeil, les ondes delta et θ prennent le dessus, avec une suspension des fonctions exécutives conscientes. Le silence éveillé et immobile produit un spectre différent. Alpha dominant, avec des émergences θ progressives si l'immobilité se maintient. Un spectre qui n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories familières. Ce troisième état n'est pas exceptionnel dans l'absolu. Le cerveau le produit spontanément à certains moments, dans certaines transitions. Ce qui est exceptionnel, c'est de le maintenir volontairement, avec conscience, pendant une durée suffisante pour que ses effets se déploient. La plupart des journées ne créent aucune condition pour ça. La stimulation est continue, les transitions sont brèves, et le passage de l'éveil actif au sommeil se fait souvent sans aucune phase intermédiaire stable. Le cerveau saute d'un régime à l'autre sans préparation, comme un moteur qu'on éteindrait à plein régime. Ce que cela coûte, sur le long terme, n'est pas encore entièrement quantifié. Mais ce que la neurologie peut dire, c'est que ce troisième état remplit des fonctions que ni l'éveil ni le sommeil ne remplissent seuls. Et parmi ces fonctions, certaines sont directement liées à ce qui se passe dans les premières minutes de silence, avant même que quoi que ce soit ressemble à de la méditation, avant même que la respiration soit devenue régulière. La frontière entre ce mode et l'éveil ordinaire n'est pas nette au sens d'un seuil franchi d'un coup. Elle ressemble davantage à un glissement graduel, avec des allers-retours. Une pensée intrusive ramène les ondes bêta pour quelques secondes, puis le silence reprend le dessus. Ce va-et-vient est normal. Il fait partie du fonctionnement du système, pas d'un dysfonctionnement. La stabilisation progressive de l'état alpha prend plusieurs minutes, et c'est précisément pourquoi la durée de 10 minutes n'est pas arbitraire. En dessous, le cerveau passe une large partie du temps à entrer dans cet état sans jamais vraiment s'y installer. Au-delà, les effets se consolident et commencent à préparer d'autres transitions, notamment vers le θ, dont on parlera plus loin. Ce qui reste ouvert à ce stade, c'est la question des conditions. Ce glissement vers l'état alpha ne se produit pas automatiquement pour tout le monde dans n'importe quel contexte de silence. Certains cerveaux, après des années de stimulation dense et continue, ont développé des seuils d'activité de base qui résistent à la descente vers les fréquences plus lentes. Le silence ne suffit pas toujours à lui seul. Il crée les conditions. Il ne garantit pas le résultat.
Et cette nuance change assez fondamentalement la façon dont on peut comprendre ce que méditer avant de dormir signifie vraiment à l'intérieur du système nerveux. Le réseau par défaut, en anglais Default Mode Network, est l'un des réseaux les mieux documentés du cerveau humain et l'un des plus mal compris dans la culture populaire. Son nom suggère quelque chose de passif, presque accidentel, un mode par défaut, comme un écran de veille. L'image est trompeuse. Ce réseau, qui regroupe des régions du cortex préfrontal médian, du cortex singulaire postérieur et de certaines zones temporales, s'active précisément quand le cerveau cesse de traiter des tâches orientées vers l'extérieur. Et cette activation n'est pas un relâchement, c'est un passage de relais. Ce réseau remplit des fonctions que l'éveil actif empêche presque structurellement. La projection dans le temps, se souvenir du passé, anticiper l'avenir, construire des scénarios hypothétiques, dépend de son activité. La construction du sens de soi aussi, la capacité à relier ce qu'on vit, à qui on est, à donner une cohérence narrative à l'expérience. Et l'intégration des émotions de la journée, pas leur suppression, pas leur traitement conscient, mais leur mise en relation avec ce qui existait déjà. Tout cela se produit quand le flux d'entrées externes s'arrête. Ce qui rend cela pertinent pour la méditation pré-sommeil, c'est un fait simple. Dans une journée ordinaire chargée de stimulation continue, ce réseau est chroniquement inhibé. Les tâches se succèdent, les notifications arrivent, les conversations reprennent, et à chaque fois, le réseau par défaut est interrompu avant d'avoir fini son travail. 10 minutes de silence le laissent opérer librement, souvent pour la première fois depuis le matin. Ce n'est pas de la récupération passive, c'est de la reprise de traitement. Tu as peut-être remarqué ce phénomène sans avoir de nom pour le désigner. Dans le silence, des pensées surgissent, pas des pensées nouvelles, mais des pensées anciennes, des résidus de la journée, des images d'une conversation qui avait semblé close, une préoccupation qu'on croyait avoir mise de côté. C'est le réseau par défaut qui reprend le fil là où il avait été coupé. Il ne ressasse pas au sens pathologique du terme, il continue un processus d'intégration qui avait été suspendu, faute de conditions. La distinction entre cette activité productive et la rumination, qui implique les mêmes régions cérébrales mais produit un effet opposé, ne tient pas au contenu des pensées. Elle tient à ce qui se passe dans le reste du cerveau pendant que ce réseau travaille. Mais ce mécanisme de différenciation sera à sa place un peu plus loin, quand on sera dans les bonnes conditions pour le voir clairement. Ce qui mérite d'être examiné ici, c'est la limite du principe lui-même. Le réseau par défaut s'active dans le silence, mais cette activation atteint rapidement une frontière que beaucoup ne voient pas venir. Le réseau ne fonctionne pas indéfiniment en mode intégratif. Si le silence se prolonge sans aucune forme d'ancrage attentionnel minimal, une partie de son activité peut dériver vers des boucles peu productives, des ruminations circulaires, des anticipations anxieuses, des reconstructions mentales d'événements dont l'issue est déjà connue. La même architecture, le même réseau, les mêmes régions actives, mais un fonctionnement qui tourne sur lui-même plutôt que de progresser vers l'intégration. C'est là que le principe se brise, ou du moins révèle sa condition. Le réseau par défaut n'est pas en lui-même un mécanisme d'intégration automatique. Il en a la capacité, mais cette capacité nécessite un minimum de régulation. Pas une direction à poser, pas une tâche à accomplir. Un fil, un ancrage suffisamment léger pour ne pas rediriger l'attention vers l'extérieur, mais suffisamment présent pour éviter que le réseau ne ferme ses propres boucles sur elle-même. La respiration remplit souvent ce rôle, sans qu'on ait à y penser de façon complexe. Simplement, la perception de son propre flux ventilatoire suffit à fournir ce fil minimal. Ce que cela signifie pour la pratique concrète, c'est que 10 minutes de silence ne sont pas équivalentes
à 10 minutes de silence avec une attention légèrement posée sur la respiration. La différence n'est pas subjective. Elle est mesurable dans l'activité du cortex cingulaire antérieur, une région qui régule l'interface entre le réseau par défaut et les circuits de contrôle attentionnel. Sans ce minimum d'ancrage, cette région reste peu active et le réseau par défaut opère sans régulation suffisante. Avec lui, même tenu de façon intermittente, la dynamique change. L'intégration progresse, la dérive circulaire est interrompue avant de s'installer. Ce qu'on commence à voir, c'est que 10 minutes de silence ne sont ni une technique simple, ni une pratique opaque. Elles activent un réseau aux capacités réelles, documentées, mesurables. Mais ce réseau a ses propres conditions de bon fonctionnement. Et ces conditions ne sont pas toujours réunies spontanément, surtout dans un cerveau habitué à recevoir des signaux de guidance constants tout au long de la journée. Un cerveau qui a passé 12 heures à répondre à des sollicitations externes ne retrouve pas immédiatement sa capacité d'ancrage interne dès que le silence commence. Il lui faut quelques minutes pour recalibrer. Ce délai est précisément ce que la plupart des gens traversent mal, et mal traversé, il ressemble à un échec alors qu'il est le début du processus lui-même. Le cortisol est une molécule dont la réputation précède largement la compréhension réelle. On l'associe au stress, à l'anxiété, à tout ce qui va mal dans un organisme sollicité en permanence. Cette association est juste dans ses grandes lignes, mais elle occulte quelque chose de plus précis et de plus utile pour comprendre ce qui se passe dans les premières minutes de silence. Le cortisol est une hormone de mobilisation. Sa fonction première n'est pas de nuire, c'est de préparer l'organisme à répondre à une demande. Il augmente la disponibilité du glucose dans le sang, accélère le rythme cardiaque, affûte certaines formes d'attention. C'est un système d'alarme utile, adapté à des situations où une réponse rapide est nécessaire. Le problème survient quand ce système reste activé sans interruption, non pas parce qu'une menace réelle est présente, mais parce que le cerveau continue à percevoir l'environnement comme exigeant. Une journée ordinaire remplit cette condition avec une efficacité remarquable. Le taux de cortisol suit un rythme circadien normalement prononcé. Il est élevé le matin, c'est le Cortisol Awakening Response, un pic biologique qui prépare l'organisme à la journée, et il est censé descendre progressivement au fil des heures pour atteindre son minimum en soirée. Ce minimum est une condition pour l'endormissement. La mélatonine ne peut pas prendre le relais efficacement tant que le cortisol reste élevé. Les deux systèmes sont partiellement antagonistes. Ce que la mesure montre, c'est que ce rythme de descente est fréquemment aplati ou retardé. Un cerveau qui reste en mode de traitement actif jusqu'au moment de se coucher maintient un taux de cortisol plus élevé qu'il ne devrait à cette heure. Le silence immobile, maintenu pendant quelques minutes, intervient dans cette dynamique de façon mesurable. Des études utilisant des dosages salivaires ont documenté une réduction significative du cortisol après 10 à 15 minutes d'immobilité silencieuse. Une réduction qui, sur le plan de son amplitude, est comparable à certaines interventions pharmacologiques légères, sans les effets secondaires qui les accompagnent. Ce que ce chiffre signifie concrètement, c'est que l'organisme peut amorcer sa descente hormonale sans attendre l'endormissement. La fenêtre pré-sommeil n'est pas un sas neutre entre la journée et la nuit. C'est une fenêtre d'intervention biochimique réelle, à condition de créer les conditions dans lesquelles cette intervention peut se produire. Et c'est là qu'intervient la condition cachée
dont la plupart des gens ne tiennent pas compte. La chute du cortisol dans le silence n'est pas automatique. Elle dépend de ce que le cerveau fait pendant ce silence. Si l'immobilité physique est présente, mais que l'activité mentale reste orientée vers la planification, l'anticipation ou le replay d'événements récents, le taux de cortisol ne descend pas ou descend très lentement. Le corps est immobile, mais le système nerveux central continue d'interpréter la situation comme une demande en cours. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui régule la sécrétion du cortisol, répond à des signaux neuraux, pas seulement à des signaux physiques. L'immobilité musculaire ne trompe pas cet axe si le cortex frontal continue de générer des scénarios d'alerte. Ce mécanisme explique quelque chose que beaucoup vivent sans pouvoir le nommer. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu es immobile et tu ne te sens pas moins tendu qu'avant. Le cortisol, dans ce cas, n'a pas reçu le signal qu'il attendait. Il attend une chose précise, une réduction de l'activité de traitement évaluatif dans les régions frontales. Pas le silence des oreilles, le silence d'un certain type de calcul mental. C'est pour cette raison que l'ancrage attentionnel, dont on a commencé à parler à propos du réseau par défaut, joue un rôle dans cette chute hormonale, et pas seulement dans la régulation du réseau par défaut. Ces deux mécanismes sont liés. Un ancrage léger sur la respiration réduit l'activité du cortex préfrontal latéral, la région impliquée dans la planification et l'évaluation des scénarios futurs. Cette réduction d'activité est lue par l'axe hormonal comme un signal de retrait de l'état d'alerte. La cascade peut alors s'inverser. Où ce mécanisme se brise, c'est précisément dans les premières minutes, avant que l'ancrage soit établi, avant que le signal soit suffisamment clair pour que l'axe hormonal réponde. Il y a un délai. Et pendant ce délai, le cortisol peut même légèrement monter, parce que l'absence soudaine de stimulation externe est elle-même interprétée comme une nouveauté à évaluer. Le cerveau, privé de ses flux habituels, peut produire un bref pic d'activité évaluative. Ce n'est pas un paradoxe dramatique, c'est une latence de système. Mais c'est suffisant pour décourager quelqu'un qui s'attend à un apaisement immédiat. Ce délai de calibration est réel, documenté, et ordinairement de 2 à 4 minutes. Il se réduit avec la pratique régulière, parce que le cerveau apprend à reconnaître le contexte du silence comme non menaçant. Mais au début, il est là. Ignorer cette latence, c'est se préparer à interpréter les premières minutes comme un dysfonctionnement, ce qui produit exactement l'inverse de ce qu'on cherche à obtenir. Ce que cela implique pour la durée, c'est que 10 minutes ne sont pas une valeur arbitraire choisie pour sa commodité. Elles correspondent à un seuil fonctionnel. Les 2 à 4 premières minutes sont une phase de latence et d'ajustement. Les minutes suivantes voient la chute du cortisol s'amorcer si les conditions sont réunies. Les dernières minutes, vers la fin de la fenêtre, voient cette chute se consolider et préparer d'autres transitions, vers les fréquences θ, vers la descente de la mélatonine, vers ce qui ressemble enfin à un endormissement naturel plutôt qu'à un effondrement par épuisement. Ce qui reste ouvert, c'est la question de savoir pourquoi, si ce mécanisme est bien documenté et relativement simple à activer, il reste si difficile à maintenir dans la pratique réelle. La réponse à cette question touche à quelque chose de plus profond que la biochimie. Quelque chose qui concerne le rapport que le cerveau contemporain entretient avec le silence lui-même et ce qu'il a appris à en attendre. Les premières minutes de silence ont quelque chose de déconcertant. Tu t'attends à moins,
Moins de bruit, moins de pensée, moins de sollicitations. Et ce que tu obtiens, au contraire, c'est davantage. Les pensées s'accélèrent, se multiplient, se télescopent. Une conversation de la matinée refait surface. Une tâche oubliée s'impose avec une urgence qui n'existait pas une heure avant. Une image, un doute, une formulation bancale prononcée devant quelqu'un, tout cela surgit précisément maintenant, au moment où tu avais décidé de te taire. Le paradoxe est réel, et il mérite d'être nommé clairement. Le silence produit, dans un premier temps, plus de bruit mental que l'activité ordinaire. Un cerveau qui vient de passer des heures à traiter des flux externes se retrouve soudainement privé de ses entrées habituelles et compense. Il génère. Il produit de l'intérieur ce qu'il ne reçoit plus de l'extérieur. Ce phénomène a été documenté en imagerie fonctionnelle. Dans les premières minutes d'un protocole de silence structuré, l'activité des régions associées au traitement de l'attention interne augmente avant de diminuer. La courbe n'est pas une descente continue depuis le début. Elle monte d'abord, parfois assez nettement pour surprendre. Ce pic d'activité cognitive initiale a un nom dans la littérature sur la méditation. On parle parfois de mind wandering intensifié, une amplification du vagabondage mental. Ce qui se passe ici a une explication fonctionnelle assez directe. Le cortex préfrontal, toute la journée, a été orienté vers des tâches définies. Ces tâches structuraient le flux de conscience, donnaient une direction à chaque moment d'attention. Quand cette structure externe disparaît, les circuits qui étaient maintenus sous tension continuent de tourner, sans objet. Ils cherchent quelque chose à traiter. Et ils trouvent les résidus de la journée, les préoccupations en suspens, les pensées qui n'avaient pas eu le temps de se formuler complètement. Tu traverses littéralement la décharge de tout ce qui attendait. La tentative de résolution de ce paradoxe semble simple en surface. Si le bruit mental initial est une réponse à l'absence de stimulation externe, il suffirait de traverser ce pic, d'attendre qu'il retombe, et le silence intérieur arriverait naturellement. C'est une description qui correspond, en gros, à ce qui se passe dans une pratique bien établie. Après 2 à 4 minutes, ce délai qu'on a déjà croisé à propos de la chute du cortisol, la génération spontanée de pensées tend à se réduire. Les circuits préfrontaux commencent à comprendre qu'il n'y a rien à traiter, rien à produire. L'activité diminue. Le silence intérieur s'installe progressivement. Mais cette résolution est incomplète, et c'est là que le paradoxe résiste. Traverser ce pic n'est pas automatique. Le cerveau, pendant ces premières minutes de bruit amplifié, peut faire 2 choses très différentes. Il peut laisser les pensées surgir et passer, les laisser se former, s'effacer, sans s'y accrocher. Ou il peut s'y engager, évaluer, répondre, développer chaque pensée qui surgit, traiter chaque résidu de la journée comme une tâche à résoudre maintenant. Dans le deuxième cas, le pic ne retombe pas. Il se prolonge, s'alimente lui-même, et les 10 minutes passent sans que la dynamique change. Ce qui détermine laquelle de ces 2 trajectoires est prise, ce n'est pas la volonté au sens ordinaire du terme. Ce n'est pas une décision ferme de ne pas penser. Le paradoxe se creuse ici. Décider de ne pas penser, c'est déjà penser. Toute tentative de suppression active du flux de pensée consomme exactement les ressources attentionnelles dont ce flux a besoin pour se perpétuer. Les neurosciences de la régulation émotionnelle
ont documenté ce point depuis les travaux de Daniel Wegner sur la suppression ironique des pensées. La tentative de bloquer une pensée augmente sa fréquence d'apparition. La résolution directe aggrave le problème qu'elle veut résoudre. Ce que la pratique de méditation propose à la place, et c'est là que la résolution reste partielle et jamais complète, c'est une posture différente vis-à-vis du bruit initial. Laisser les pensées exister sans les traiter. Les percevoir comme des événements dans le champ de conscience sans devenir leur acteur. C'est une distinction qui semble claire en théorie et qui reste, dans les faits, étonnamment difficile à maintenir pendant ces premières minutes de pic. Parce que le cerveau, dans cet état, génère des pensées qui ont l'apparence de l'urgence. Pas toutes, mais certaines arrivent avec une charge émotionnelle suffisante pour déclencher l'engagement automatique. La conséquence pour toi, concrètement, c'est ceci. Si les premières minutes de ton silence sont bruyantes, inconfortables, peuplées de pensées intrusives et de fragments de journée, c'est le signe que le processus fonctionne et non qu'il échoue. Ce bruit initial est la preuve que le cerveau a commencé à libérer ce qu'il tenait sous pression. Ce déversement est nécessaire. Il précède le silence réel. Le problème, c'est qu'il ressemble exactement à ce que quelqu'un qui abandonne la méditation après 2 minutes décrit pour justifier son abandon. Il a raison sur les faits. Oui, le bruit est là. Oui, les pensées ne s'arrêtent pas. Ce qu'il ne voit pas, c'est que cette observation correspond précisément au début du processus, et non à son absence. Ce paradoxe ne se résout pas entièrement, il se traverse, et le traverser ne devient pas plus simple avec le temps, il devient plus reconnaissable. La différence entre quelqu'un qui pratique depuis 1 semaine et quelqu'un qui pratique depuis plusieurs mois n'est pas que le pic d'activité initiale a disparu. C'est que le deuxième a appris à identifier ce pic pour ce qu'il est, sans lui attribuer une signification d'échec. La trajectoire reste la même. Le rapport à la trajectoire change, et ce changement de rapport est lui-même un mécanisme neurologique, pas une attitude philosophique, parce qu'il engage le cortex préfrontal ventromédian, impliqué dans la réévaluation émotionnelle de situations déjà connues. Ce qui a été traversé assez de fois cesse d'être perçu comme une menace. Le cerveau apprend à distinguer l'inconfort du danger. Ce qui reste ouvert, c'est une question que ce paradoxe pose sans y répondre. Si le pic initial est une phase nécessaire, et si sa traversée est ce qui permet au silence réel de s'installer, alors pourquoi le cerveau interprète-t-il si systématiquement ce pic comme un signal d'arrêt? Pourquoi la réponse spontanée à l'inconfort des premières minutes est-elle l'abandon et non la continuation? Cette question touche à quelque chose qui dépasse la biochimie du cortisol et la dynamique du réseau par défaut. Quelque chose qui concerne la façon dont un cerveau contemporain apprend à se rapporter au silence lui-même et à ce qu'il est capable de tolérer quand il cesse d'être guidé de l'extérieur. Ce qui distingue la rumination de la méditation ne tient pas au type de pensée qui traverse le cerveau. La même pensée, une conversation difficile, une décision en suspens, une préoccupation qui revient, peut appartenir à l'un ou l'autre état. Le cerveau, dans les 2 cas, produit des représentations mentales à partir de matière identique. Ce qui diffère, c'est la structure dans laquelle cette production s'inscrit. La question qui permet d'entrer dans ce problème est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que 2 cerveaux silencieux, allongés dans l'obscurité, dans des conditions extérieures presque identiques, traversent des expériences fonctionnellement opposées? L'un sort de ses 10 minutes plus léger, le cortisol en descente, les régions frontales moins actives. L'autre ressort avec une tension accrue, des pensées qui ont proliféré plutôt que diminué, un sentiment diffus d'avoir raté quelque chose sans savoir quoi. Le silence était le même. Le résultat, non. La tension que crée cette question est réelle parce qu'elle contredit une intuition courante. On a tendance à croire que les effets du silence dépendent du silence lui-même, de sa durée, de sa profondeur, de l'absence de bruit extérieur. Mais les données d'imagerie fonctionnelle montrent quelque chose de plus précis. Ce qui détermine l'état dans lequel le cerveau entre pendant ces 10 minutes n'est pas l'absence de stimulation,
c'est la présence ou l'absence d'un ancrage attentionnel minimal. Un point de référence léger, la respiration, une sensation physique, n'importe quel signal qui occupe faiblement le champ de l'attention suffit à orienter le mode de traitement du cerveau de façon radicalement différente. Voilà l'insight que les neurosciences de la méditation ont mis du temps à formuler clairement, parce qu'il est contre-intuitif. L'ancrage n'est pas une technique de concentration. Il ne cherche pas à vider le cerveau de ses pensées, ni à les remplacer par quelque chose d'autre. Sa fonction est beaucoup plus modeste et beaucoup plus décisive. Il fournit au système attentionnel un point de retour. Les pensées surgissent, elles surgissent toujours, dans les deux états, mais avec un ancrage présent, il existe une adresse vers laquelle l'attention peut revenir sans effort de suppression. Ce retour léger, répété, modifie la dynamique de traitement des régions préfrontales latérales. Ces régions, impliquées dans l'évaluation de scénarios et la planification, se désactivent progressivement quand l'attention n'est plus sollicitée par elles. L'ancrage les laisse se mettre en retrait. Sans ancrage, le circuit fonctionne différemment. Les pensées surgissent de la même façon, le cerveau produit toujours, mais il n'y a pas d'adresse de retour. Chaque pensée devient alors un point de départ potentiel pour la suivante. L'évaluation s'enclenche. Est-ce important? Que faut-il en faire? Que s'est-il passé exactement? Ce processus d'évaluation mobilise précisément les régions préfrontales que la méditation cherche à laisser au repos. La rumination n'est pas une pathologie particulière ni un défaut de caractère. C'est simplement ce que fait le cerveau quand il dispose de contenu à traiter et d'aucun signal lui indiquant de ne pas le traiter. Il traite. C'est sa fonction par défaut. Le coût humain de cette distinction est réel, et il est concentré sur un point précis. La plupart des personnes qui tentent un silence pré-sommeil sans ancrage attentionnel le vivent comme de la rumination, parce que c'est ce que c'est. Et elles en concluent que le silence n'est pas pour elles, que leur cerveau est trop actif, que la méditation suppose une capacité qu'elles n'ont pas. Ce diagnostic est inexact, mais il est fonctionnellement logique. Ils ont bien observé ce qui se passait. Ce qu'ils n'ont pas identifié, c'est que la variable manquante n'était pas un talent particulier pour le calme, mais un mécanisme minuscule et acquérable. La fragilité de ce mécanisme est pourtant réelle. L'ancrage attentionnel n'est pas difficile à établir, mais il est facile à perdre. Une pensée à charge émotionnelle suffisante, quelque chose qui génère une réaction viscérale, une anticipation anxieuse, un souvenir récent, peut interrompre le retour léger et réactiver le mode évaluatif en quelques secondes. Le cerveau ne perd pas l'ancrage parce qu'il manque de discipline. Il le perd parce que le contenu émotionnel d'une pensée constitue, pour le système nerveux, un signal de traitement prioritaire. L'amygdale intervient, l'attention bascule, et le retour à l'ancrage demande un effort de réévaluation, reconnaître que la pensée urgente n'est pas une urgence réelle, qui engage exactement les régions frontales qu'on essayait de laisser au repos. C'est là la limite de l'explication par l'ancrage. Elle est vraie, elle est utile, elle permet de distinguer fonctionnellement deux états qui semblent superficiellement identiques. Mais elle ne dit pas pourquoi certaines pensées ont cette capacité à interrompre le retour, pourquoi le cerveau les évalue comme prioritaires même dans l'obscurité et l'immobilité, et pourquoi cette priorité reste active longtemps après que la situation réelle qui l'avait générée soit résolue ou simplement passée. La réponse à cette question dépasse la mécanique de l'ancrage et touche à la façon dont l'amygdale encode l'urgence. Mais c'est un fil qui appartient à une autre étape de ce que traverse le cerveau dans le silence. Ce qui se résout partiellement ici, c'est au moins ceci.
Si tu passes 10 minutes dans le silence et que tu en sors plus tendu qu'avant, ce n'est pas une information sur tes capacités. C'est une information sur ce que faisait ton cerveau pendant ces 10 minutes et sur ce qui lui manquait pour basculer dans l'autre état. Le mécanisme est identifiable, la variable est nommable, et nommer une variable change déjà le rapport qu'on entretient avec elle. Pas la variable elle-même, le rapport. Et dans un système où le rapport à une pensée détermine l'état dans lequel le cerveau entre, ce n'est pas un détail secondaire. L'onde θ se situe entre 4 et 8 Hz. C'est la fréquence à laquelle le cerveau oscille dans un état particulier, ni pleinement éveillé, ni endormi, qui correspond à ce que les neurophysiologistes appellent l'hypnagogie, ou plus précisément, le demi-sommeil d'entrée. Dans cet état, la conscience est encore présente, mais lâche. Les images surgissent de façon spontanée. La pensée linéaire s'efface. Le traitement émotionnel se détache de son ancrage factuel. C'est une zone intermédiaire, et le cerveau qui y entre se comporte différemment de celui qui traite des tâches, ou même de celui qui sommeille profondément. Ce que les mesures électroencéphalographiques répétées ont confirmé, c'est quelque chose d'assez troublant pour une intuition commune. On suppose généralement que l'endormissement produit automatiquement cette fréquence θ, qu'elle apparaît comme une conséquence naturelle du passage vers le sommeil, sans préparation particulière. Or, ce n'est pas ce que les enregistrements montrent systématiquement. L'onde θ ne surgit pas d'elle-même à l'endormissement. Elle doit être précédée par un état particulier du cerveau éveillé, un état de détente attentive qui crée les conditions électrophysiologiques de son apparition. Sans cette préparation, le cerveau peut glisser directement d'un état de veille active vers le sommeil léger sans jamais traverser la fenêtre θ complète. Ce cas précis, un cerveau qui s'endort depuis un état d'activité soutenue, sans phase préparatoire, illustre quelque chose que la chronobiologie du sommeil a commencé à examiner de plus près ces dernières années. Quand quelqu'un travaille jusqu'à l'épuisement, ferme son écran et s'endort en quelques minutes parce qu'il n'a plus la force de rester éveillé, il ne traverse pas la même séquence de fréquences qu'un cerveau qui a eu le temps de ralentir progressivement. L'endormissement rapide par épuisement et l'endormissement après une phase de silence calme produisent des profils EEG différents en entrée de nuit. Ce n'est pas une question de durée du sommeil, c'est une question de ce qui se passe dans les premières phases de ce sommeil. L'écart entre la prétention générale, 10 minutes de silence prépare le sommeil, et ce cas précis de la fenêtre θ est plus large qu'il n'y paraît. Parce que l'onde θ n'est pas seulement un marqueur de transition, elle est fonctionnellement liée à des processus actifs. La consolidation mémorielle hippocampique, le traitement émotionnel des événements de la journée, certaines formes de créativité involontaire qui surviennent à l'endormissement, tous ces phénomènes sont associés à la présence et à la densité de l'activité θ en entrée de sommeil. Un cerveau qui saute cette fenêtre ne perd pas seulement un instant de tranquillité. Il modifie les conditions dans lesquelles certains processus biologiques vont pouvoir se dérouler pendant la nuit. La méditation pré-sommeil est l'une des rares voies d'induction volontaire de l'état θ chez l'adulte éveillé. Ce point mérite d'être pris au sérieux, parce que la liste des autres voies est courte et peu pratique. La privation de sommeil modéré peut provoquer une irruption θ, mais c'est un moyen destructeur d'atteindre un état favorable. Certaines formes de biofeedback permettent de guider le cerveau vers ces fréquences par retour d'informations en temps réel, mais elles nécessitent un équipement spécialisé. La flottaison sensorielle produit également des effets similaires, mais elle n'est pas accessible quotidiennement. Le silence structuré, pratiqué dans l'immobilité avant le sommeil, reste la méthode la plus accessible et la plus répétable pour créer les conditions dans lesquelles cette fréquence peut émerger naturellement.
Ce que cela implique pour la qualité du sommeil profond qui suit n'est pas encore entièrement cartographié. La chronobiologie a posé la question sérieusement depuis une dizaine d'années et les réponses sont partielles. On sait que l'activité θ en entrée de nuit précède et semble faciliter les épisodes de sommeil lent profond, les phases de sommeil à ondes lentes qui constituent la portion la plus restauratrice de la nuit. On sait que la densité de ces phases varie selon les individus et selon les nuits, et qu'elle n'est pas entièrement déterminée par la durée totale du sommeil. Ce qu'on ne sait pas encore complètement, c'est dans quelle mesure la présence ou l'absence de la fenêtre θ en entrée de nuit détermine la structure des cycles qui suivent, si c'est une condition nécessaire, une condition facilitante ou simplement une corrélation. Ce qui se dessine dans les données disponibles, c'est quelque chose de systémiquement important. Si la qualité du sommeil profond dépend en partie de ce qui précède l'endormissement et non seulement de la durée totale de la nuit, alors la façon dont on traverse les 10 minutes qui précèdent le sommeil n'est pas anecdotique. Elle participe à la structure de la nuit entière. Et si la méditation pré-sommeil est l'une des rares façons de préparer volontairement cette transition électrophysiologique, alors son absence ne signifie pas simplement qu'on a manqué un rituel agréable. Elle signifie que le cerveau a traversé une frontière sans les conditions qui lui auraient permis de la traverser autrement. La question que cela soulève reste ouverte et elle est inconfortable. Si la fenêtre θ est manquée régulièrement, non pas une nuit, mais des semaines, des mois, des années, est-ce que cela accumule un déficit fonctionnel mesurable dans la façon dont le cerveau consolide, traite, régule ? Les études longitudinales sur la qualité du sommeil et ses effets cognitifs à long terme n'ont généralement pas isolé cette variable spécifique. On mesure la durée du sommeil, la fragmentation, la latence d'endormissement. On mesure rarement la présence ou la densité de l'activité θ d'entrée et encore moins son lien avec les pratiques de transition pré-sommeil sur des durées de plusieurs années. Cette lacune dans la recherche ne signifie pas que la réponse est négligeable. Elle signifie que la question a été posée trop tard et que les données pour y répondre sérieusement ne sont pas encore là. La mémoire ne commence pas à l'endormissement. Cette idée est tellement ancrée dans la façon dont on parle du sommeil. Dormir pour consolider, une bonne nuit pour retenir, qu'elle occulte quelque chose que les neurosciences de la mémoire ont établi avec une relative clarté depuis une vingtaine d'années. La fenêtre qui précède le sommeil est une phase de traitement actif, pas une antichambre passive. Ce que le cerveau fait dans ces minutes-là participe directement à ce qu'il retiendra le lendemain, le surlendemain, une semaine plus tard. Le mécanisme sous-jacent s'appelle la préconsolidation. Pendant que le corps ralentit, que les muscles se relâchent et que les paupières s'alourdissent, l'hippocampe, la structure cérébrale centrale dans la formation des souvenirs épisodiques, continue à rejouer des séquences d'événements récents. Ce rejeu n'est pas aléatoire, il obéit à une logique de sélection fondée sur la saïale émotionnelle, la nouveauté et la fréquence d'activation pendant la journée. L'hippocampe, dans cette fenêtre, fait un tri. Il marque certaines traces comme prioritaires pour la consolidation nocturne qui suivra. Et la qualité de ce marquage dépend de l'état dans lequel se trouve le cerveau à ce moment précis. Deux conséquences découlent de ce point, et elles tirent dans des directions différentes. La première est encourageante. Un cerveau qui entre dans cette fenêtre dans un état de silence structuré, faiblement sollicité par les tâches, dégagé du traitement actif des urgences, avec une activité θ en cours d'induction, offre à l'hippocampe des conditions optimales pour ce tri. Le rejeu des séquences peut se faire avec plus de précision. Les interférences provenant du traitement de nouvelles informations sont réduites
et les traces récemment formées reçoivent l'attention que le système mémoriel leur destine. Ce que tu as appris, compris, ressenti dans la journée a de meilleures chances d'être correctement encodé pour la nuit. La deuxième conséquence est moins confortable. Un cerveau qui entre dans cette fenêtre en mode de traitement actif, chargé de rumination, d'évaluation de scénarios, de planification tardive, introduit du contenu compétiteur. L'hippocampe ne trie pas dans le vide, il trie dans un environnement où de nouvelles représentations mentales continuent à circuler. Ces représentations-là, générées dans les dernières minutes de l'éveil, peuvent s'insérer dans la hiérarchie de science et modifier ce qui sera finalement marqué comme prioritaire pour la nuit. Ce n'est pas un phénomène catastrophique, mais c'est une interférence réelle, mesurable dans certaines études sur la mémoire contextuelle, et souvent ignorée parce qu'on l'attribue à la qualité du sommeil lui-même plutôt qu'à ce qui l'a précédé. La tension entre ces deux conséquences est réelle parce qu'elle touche à quelque chose que tu ne peux pas observer directement. Tu ne sais pas, au moment où tu t'endors, si ton hippocampe est en train de trier correctement ou d'être parasité. Tu n'as pas accès à ce niveau de traitement. Ce qui se passe dans cette fenêtre reste invisible depuis l'intérieur, et c'est précisément pourquoi la plupart des personnes ne lui accordent aucune attention délibérée. Le silence pré-sommeil ne produit pas de signal subjectif clair qui informerait sur la qualité du tri mémoriel en cours. Il se présente simplement comme un moment d'attente avant le sommeil, sans retour d'information immédiat. Ce que cette absence de retour coûte, concrètement, est difficile à mesurer à l'échelle d'une nuit. Mais à l'échelle d'une pratique répétée, des semaines, des mois de transition pré-sommeil dans un état ou dans l'autre, les données sur la consolidation mémorielle suggèrent un écart cumulatif. Les études qui ont comparé des groupes pratiquant une forme de silence ou de méditation pré-sommeil à des groupes sans rituel particulier de transition observent des différences dans certains types de mémoire déclarative et émotionnelle. Ces différences ne s'expliquent pas entièrement par la durée du sommeil. Elles semblent liées à la qualité de la phase de transition elle-même, à ce que le cerveau traversait juste avant de s'endormir. L'implication pour le sens qu'on donne au mot « apprendre » est plus large qu'il y paraît. On situe généralement l'apprentissage dans le moment actif, la lecture, la pratique, la répétition. On situe la consolidation dans le sommeil, mais si la fenêtre pré-sommeil participe activement à la qualité de cette consolidation, alors le moment de transition fait partie du processus d'apprentissage lui-même. Ce n'est pas un avant ou un après, c'est une phase intégrée, avec ses propres conditions de fonctionnement et ses propres conséquences sur ce qui sera retenu. La limite de cette explication tient à une question que les neurosciences de la mémoire n'ont pas entièrement résolue. Le tri hippocampique pré-sommeil sélectionne selon des critères de science émotionnelle et de nouveauté, mais ces critères ne correspondent pas toujours à ce qu'on voudrait retenir. Une expérience émotionnellement intense et relativement insignifiante peut être marquée comme prioritaire au détriment d'une information importante mais peu chargée affectivement. Le silence structuré améliore les conditions du tri, mais ne remodèle pas ces critères. Ce que le cerveau choisit de consolider en priorité reste partiellement hors de portée de toute intention consciente. Et ça, aucune pratique de silence ne le change entièrement. Ce qui se résout partiellement ici, c'est néanmoins ceci. La fenêtre entre l'éveil actif et l'endormissement n'est pas un espace neutre à remplir ou à traverser le plus vite possible. Elle est fonctionnellement active. Ce que tu y fais, ou ce que tu ne fais pas, modifie l'environnement dans lequel l'hippocampe opère son tri. Et ce tri, silencieux, invisible, détermine en partie ce que tu porteras demain de tout ce que tu as traversé aujourd'hui. Ce n'est pas une promesse d'apprentissage accéléré, c'est simplement la description de ce qui se passe, que tu en sois informé ou non. L'amygdale est une structure ancienne.
ancienne au sens évolutif. Elle précède de loin les couches corticales qui permettent le raisonnement, la planification, la mise en mots d'une émotion. Son rôle central est la détection et le traitement des signaux de menace. Elle ne raisonne pas, elle réagit, vite, avant que la pensée consciente ait eu le temps de formuler quoi que ce soit. Et pendant la journée, dans un environnement sonore ordinaire, elle travaille en continu, évaluant, filtrant, signalant. Même les sons neutres traversent ce système de tri. Même un fond sonore anodin maintient un niveau minimal d'activation dans cette structure. Ce qui se passe quand le silence s'installe vraiment. Pas un fond sonore réduit, mais une absence effective de stimuli auditifs est mesurable par imagerie fonctionnelle. L'amygdale ralentit son activité selon un mécanisme distinct de celui observé lors de l'exposition à la musique douce ou au bruit blanc. Cette distinction mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle n'est pas intuitive. On pourrait supposer que tout ce qui réduit la stimulation sensorielle produit des effets convergents sur cette structure. Les enregistrements montrent une divergence. La musique douce et le bruit blanc produisent un effet de masquage. Ils remplacent les stimuli imprévisibles par des stimuli prévisibles. Et cette prévisibilité réduit l'activation amygdalienne parce que le cerveau cesse d'avoir à évaluer l'environnement comme potentiellement menaçant. C'est une désactivation par substitution. Le signal de menace potentielle est écrasé par un signal connu, stable, non menaçant. Ça fonctionne. Mais le mécanisme reste fondé sur un traitement auditif actif. L'amygdale n'est pas mise au repos, elle est occupée autrement, et cette occupation est suffisamment stable pour réduire son activité d'alerte. Le silence vrai opère différemment. Quand il n'y a rien à traiter, l'amygdale ne reçoit plus de signal sur lequel se calibrer. Dans un premier temps, et c'est ce qui explique l'inconfort des premières minutes de silence pour beaucoup de personnes, cette absence de signal peut elle-même être interprétée comme une anomalie. Un environnement silencieux est statistiquement inhabituel pour un cerveau habitué à un fond sonore continu. L'amygdale peut réagir à cette absence par une brève montée d'activation, une sorte d'alerte produite par l'absence d'information plutôt que par sa présence. C'est bref, mais c'est réel. La personne qui s'installe dans le silence et ressent une légère montée de tension dans les premières minutes traverse précisément ce moment. Après ce passage, quelque chose change dans le profil d'activation. Sans stimuli à évaluer, sans signal à classer, l'amygdale entre dans un état de repos fonctionnel que la substitution par de la musique ne produit pas de la même façon. Le repos ici n'est pas imposé par un signal concurrent, il émerge de l'absence d'obligation de traitement. Cette nuance a des conséquences sur la durée et la profondeur de la désactivation. Un cerveau qui s'endort après de la musique douce entre dans le sommeil avec une amygdale partiellement active, encore ancrée dans un traitement auditif minimal. Un cerveau qui s'endort après 10 minutes de silence vrai entre dans le sommeil avec une amygdale dans un état de repos plus complet. Ce que ça change pour la régulation émotionnelle nocturne dépasse le moment de la transition. L'amygdale reste active pendant certaines phases du sommeil, le sommeil paradoxal notamment, associé au traitement émotionnel des expériences de la journée, est une phase où cette structure joue un rôle significatif. L'état dans lequel elle entre dans le sommeil influence la façon dont elle va fonctionner pendant ces phases. Un niveau de base d'activation réduit en entrée de nuit
modifie les conditions dans lesquelles le traitement émotionnel nocturne va s'opérer. Ce lien entre l'état de l'amygdale à l'endormissement et la qualité du traitement émotionnel pendant le sommeil paradoxal est l'une des pistes que la recherche sur la régulation émotionnelle nocturne explore actuellement avec plus de précision. La conséquence pratique de tout cela est moins une prescription qu'une description d'un mécanisme. Si tu utilises de la musique ou un fond sonore pour t'endormir, ça fonctionne dans un certain sens. La substitution par un signal stable et prévisible réduit l'activation d'alerte de façon efficace. Mais elle ne produit pas les mêmes conditions d'entrée dans le sommeil que le silence. Ces deux voies ne sont pas équivalentes neurologiquement, même si leur effet subjectif, la facilitation de l'endormissement, peut sembler comparable. Ce que le silence vrai offre à l'amygdale, c'est une occasion rare. Pas une injonction au calme, pas un remplacement du bruit par autre chose. Une permission de cesser d'évaluer. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description fonctionnelle d'un état mesurable. Et cet état, l'amygdale ne peut y accéder que si l'environnement lui retire réellement la matière sur laquelle elle travaille ordinairement. Ce qui reste ouvert, c'est la question de la durée nécessaire. Combien de minutes de silence vrai suffisent à produire ce repos fonctionnel de façon stable et durable? Les données disponibles suggèrent que la transition se complète dans une fenêtre d'environ 8 à 12 minutes, mais cette plage varie selon les individus, selon leur niveau d'activation de départ et selon la régularité de leur exposition antérieure au silence. Ce seuil n'est pas fixe, et cette variabilité elle-même dit quelque chose sur la façon dont cette structure s'adapte ou résiste à ce qu'on lui propose chaque soir. 10 minutes de silence répétées semaine après semaine ne produisent pas seulement des effets fonctionnels, elles modifient la structure physique du cerveau. Ce déplacement, de l'expérience subjective vers l'anatomie mesurable, est l'une des avancées les plus inconfortables de la recherche en neurosciences contemplatives. Inconfortable parce qu'elle pose une question que la plupart des gens préfèrent ne pas formuler explicitement. Les études qui ont mesuré l'épaisseur du cortex cérébral chez des pratiquants réguliers de méditation, notamment les travaux conduits par Sarah Lazar et son équipe à Harvard au début des années 2000, repris et affinés depuis dans de nombreux laboratoires, observent un épaississement de régions spécifiques. L'insula et le cortex préfrontal en particulier montrent une densité de matière grise supérieure chez les personnes ayant une pratique soutenue, comparée à des individus de même âge sans pratique régulière. L'insula est impliquée dans la conscience interoceptive, la perception de l'état interne du corps, des signaux physiologiques, de ce qu'on pourrait appeler la lecture du dedans. Le cortex préfrontal est central dans la régulation émotionnelle, la prise de décision et le maintien de l'attention soutenue. Ces deux zones, épaissies par la pratique, correspondent précisément aux fonctions que la méditation sollicite de façon répétée. Le mécanisme sous-jacent est la neuroplasticité. Le cerveau répond à l'utilisation répétée en renforçant les connexions et en densifiant les zones sollicitées. Ce principe vaut pour l'apprentissage moteur, pour l'acquisition du langage, pour la pratique musicale. La méditation ne fait pas exception à ce principe. Elle le confirme dans un domaine inattendu. Chaque session de silence structuré, chaque fois que l'attention est ramenée vers un point d'ancrage au lieu de se disperser, active ses réseaux préfrontaux et insulaires. Et cette activation répétée laisse une trace anatomique. Ce qui rend cette observation inconfortable n'est pas ce qu'elle dit des méditants, c'est ce qu'elle implique pour les autres. Si la pratique régulière épaissit certaines zones corticales, alors l'absence de pratique régulière maintient ces zones dans un état différent, ou laisse se produire
ce qu'on observe naturellement avec l'âge, qui est un amincissement progressif de ces mêmes régions. Sarah Lazare l'a noté dans ses premières publications. Chez les méditants de longue date, certaines régions préfrontales montrent une épaisseur comparable à celle d'individus plus jeunes. L'amincissement cortical lié à l'âge semble ralenti dans ces zones spécifiques. La question que ça soulève est directe. Ceux qui ne méditent pas, qui n'ont aucune pratique de silence structurée, aucun rituel d'attention délibéré, structurent-ils leur cerveau dans une direction différente? Et si oui, cette direction est-elle neutre ou a-t-elle des conséquences fonctionnelles concrètes sur la régulation émotionnelle, la capacité d'attention soutenue, la conscience de l'état interne? La réponse honnête est que la recherche ne permet pas de formuler cela comme un verdict simple. Il existe une variabilité individuelle considérable. D'autres pratiques, certaines formes d'exercice physique, des activités qui requièrent une attention soutenue et fine, sollicitent des réseaux partiellement similaires. La méditation n'est pas la seule voie vers ces effets, mais elle est l'une des voies les mieux documentées, et sa spécificité tient au type précis d'attention qu'elle entraîne, une attention non réactive, interoceptive, maintenue dans le silence, plutôt que mobilisée par une tâche externe. Ce qui reste non résolu dans cette image, et ce serait malhonnête de le taire, c'est la question de la causalité inversée. Les études longitudinales sur la neuroplasticité méditative sont encore relativement limitées en nombre et en durée. On peut observer une corrélation entre pratique régulière et épaississement cortical. La direction causale, la pratique produit le changement anatomique et non pas des cerveaux structurellement différents qui se tournent vers la méditation, est soutenue par des données, mais pas encore établies avec la solidité qu'on aimerait. C'est une limite réelle et les chercheurs dans ce domaine sont les premiers à la nommer. Mais même avec cette limite en vue, la pertinence pour le présent reste entière. Si la structure corticale est sensible à l'utilisation répétée, et si certaines formes d'utilisation répétée, le silence structuré, l'attention soutenue sans tâche externe, sollicitent précisément les zones liées à la régulation émotionnelle et à la conscience interoceptive, alors la façon dont tu traverses chaque soir la transition vers le sommeil n'est pas sans conséquences anatomiques à long terme. Pas après une nuit, pas après une semaine, mais à l'échelle de mois, d'années, la répétition laisse une empreinte que l'imagerie peut mesurer. Ce que ça change dans la façon de penser la pratique régulière est subtil mais réel. Une session isolée de silence pré-sommeil a des effets fonctionnels sur le cortisol, sur l'amygdale, sur la préconsolidation mémorielle, sur l'induction θ. Ces effets sont réels et ils se produisent chaque fois. Mais la pratique répétée ajoute une dimension différente, structurelle, qui ne s'accumule pas de façon linéaire et qui ne se ressent pas de l'intérieur. Tu ne perçois pas ton cortex s'épaissir. Tu ne reçois aucun signal qui t'informe que les connexions préfrontales se renforcent. La transformation anatomique est silencieuse, invisible depuis l'intérieur, exactement comme le tri hippocampique de la nuit précédente. Et c'est précisément là que quelque chose se ferme sur lui-même dans cette réflexion. Toutes les transformations que le silence pré-sommeil déclenche, biochimiques, électriques, mémorielles, émotionnelles, structurelles, partagent cette propriété commune. Elles se produisent en dehors du champ de la conscience immédiate. On ne les observe pas depuis l'intérieur au moment où elles ont lieu. Elles sont réelles, mesurables, documentées et pourtant inaccessibles à la perception directe.
Ce que le silence fait au cerveau se passe exactement là où le regard intérieur ne peut pas aller. Le cerveau apprend. C'est son mode d'existence fondamental. Pas une capacité parmi d'autres, mais le principe organisateur de son fonctionnement. Il détecte les régularités, les encode, les transforme en anticipation. Et ce qu'il répète, il finit par l'automatiser. Ce principe s'applique aux compétences motrices, au langage, aux réflexes conditionnés. Il s'applique aussi, avec la même rigueur, aux signaux de transition vers le sommeil. Quand tu t'installes dans le silence chaque soir, à peu près au même moment, dans les mêmes conditions, quelque chose commence à se construire au niveau neurologique qui dépasse l'effet de cette session particulière. Le cerveau associe. Il associe le silence, l'immobilité, l'obscurité, la position, et progressivement, cet ensemble de signaux devient un déclencheur biologique au sens propre. Le cortisol commence à chuter plus tôt, l'onde θ s'amorce plus rapidement, l'amygdale ralentit son activité avec moins de résistance. Ces effets que les parties précédentes ont décrits comme nécessitant plusieurs minutes se produisent de plus en plus vite parce que le cerveau les anticipe. Ce mécanisme porte un nom précis en neurosciences comportementales. C'est le conditionnement pavlovien appliqué aux états internes. Ivan Pavlov a documenté comment un signal neutre, répété systématiquement en association avec une réponse biologique, finit par déclencher cette réponse seule. La salive des chiens, c'est l'exemple qu'on connaît. Mais le même principe organise une part considérable du fonctionnement humain, y compris les transitions entre états de vigilance. Le silence pré-sommeil répété devient, semaine après semaine, le signal que le cerveau a appris à reconnaître comme l'annonce de la nuit. Ce qui rend cette habituation précieuse, c'est sa nature automatique. Elle ne dépend plus de la volonté au même degré qu'au départ. Tu n'as pas à convaincre ton cerveau de se calmer. Il a intégré que ce moment-là signifie quelque chose de précis et il s'y prépare en avance. La difficulté des premières semaines, l'inconfort de rester immobile, la résistance du mental, tout cela diminue progressivement. Pas parce que la pratique devient plus facile, au sens d'un effort maîtrisé, mais parce que le circuit est de plus en plus bien rodé. Sauf que l'habituation fonctionne dans les deux sens. C'est là que quelque chose se complique, et cette complication mérite d'être regardée sans détour. Le même mécanisme qui construit le silence comme déclencheur du sommeil construit aussi son inverse. Si ton environnement ordinaire est peuplé de stimuli, un écran allumé jusqu'au coucher, un fond sonore continu, des notifications, une succession ininterrompue de petits stimulus visuels et auditifs, le cerveau apprend aussi cela. Il apprend que la transition vers le sommeil s'accompagne de stimulation. Il apprend que l'état pré-sommeil est un état activé, traçant, réactif. Et cette association, répétée elle aussi soir après soir, se consolide tout autant. La conséquence est mesurable. Un cerveau conditionné à la stimulation perçoit le silence non pas comme un repos, mais comme une privation. Quelque chose manque. L'absence de signal devient inconfortable, presque physiquement. Des personnes qui ont supprimé les écrans le soir rapportent quelque chose de précis dans les premiers jours. Une sorte de malaise diffus, une incapacité à rester dans l'immobilité sans chercher à combler quelque chose. Ce n'est pas de la faiblesse de caractère, c'est un conditionnement en cours de manifestation, un circuit qui attend le signal qu'il a appris à attendre et qui ne reçoit rien. Ce retournement explique pourquoi la pratique est abandonnée et pourquoi elle est abandonnée si facilement. La difficulté du silence n'est pas une difficulté initiale qui précède la pratique,
C'est une difficulté produite par un conditionnement concurrent, déjà bien installé, qui résiste à sa propre déstabilisation. Quand quelqu'un dit qu'il n'arrive pas à méditer, qu'il ne parvient pas à rester dans le silence sans être envahi par l'inconfort, il décrit en réalité l'effet d'un circuit construit par des années d'exposition contraire. Le silence est devenu l'état anormal, et la stimulation est devenue l'état attendu. Ce que cette description ouvre, et qu'il serait inexact d'esquiver, c'est une question sur la direction du changement. On peut construire un conditionnement vers le silence, on peut en défaire un autre, celui qui a transformé la stimulation en norme sensorielle du soir. Mais défaire un conditionnement prend du temps, proportionnel au temps qu'il a mis à se construire. Un cerveau exposé pendant des années à la stimulation nocturne ne va pas réapprendre le silence en une semaine. Il va traverser une période de résistance réelle, de malaise réel, avant que le nouveau circuit devienne assez solide pour primer sur l'ancien. Ce délai est précisément ce que la plupart des tentatives ne traversent pas. La fenêtre d'inconfort, quelques jours à quelques semaines selon l'intensité du conditionnement concurrent, est interprétée comme la preuve que la pratique ne convient pas, qu'elle est artificielle, qu'elle n'est pas faite pour soi. Alors que c'est la preuve du contraire. C'est la preuve que le conditionnement est en train d'être sollicité, que le cerveau reconnaît la nouveauté, qu'un circuit est en cours de formation. La macro-boucle que cet épisode a laissée ouverte depuis le début, pourquoi le silence est difficile si ses effets sont certains, trouve ici une réponse partielle. Le silence est difficile parce que le cerveau a souvent déjà appris autre chose. Il a construit, sans que personne ne le lui demande explicitement, un conditionnement inverse. Et ce conditionnement n'est pas une donnée fixe, il peut être défait. Mais seulement si on comprend ce qu'on est en train de défaire, et si on ne confond pas la résistance avec l'incapacité. La macro-boucle est fermée dans le chunk 11, partiellement. Le conditionnement inverse explique la difficulté. Mais une explication n'est pas une fermeture. Elle déplace la question, elle ne la résout pas. Et c'est précisément là que quelque chose reste à regarder en face. Voilà le paradoxe que cet épisode a porté depuis le début, et qu'il serait commode de ne pas formuler directement. Le cerveau, dans 10 minutes de silence, traverse des transformations mesurables, biochimiques, électriques, mémorielles, structurelles. Ces transformations ne sont pas des promesses, elles sont documentées, elles se produisent selon des mécanismes précis, elles ont des conséquences réelles sur la qualité du sommeil qui suit, sur ce que tu retiendras demain, sur la façon dont ton amygdale traitera les signaux émotionnels de la nuit. La question n'est pas de savoir si ces effets sont réels, ils le sont. La question est ailleurs. Si 10 minutes suffisent à déclencher tout cela, pourquoi est-ce si difficile à maintenir dans la durée? La réponse du conditionnement, celle que le chunk précédent a développée, est vraie, mais incomplète. Elle explique la résistance initiale. Elle explique le malaise des premiers jours, l'inconfort de la privation sensorielle quand un circuit concurrent est bien installé. Mais elle n'explique pas entièrement ce qui se passe chez quelqu'un qui comprend parfaitement le mécanisme, qui a traversé la fenêtre d'inconfort, qui a construit un conditionnement fonctionnel vers le silence, et qui, malgré tout, rompt la pratique, qui l'abandonne, la reprend, l'abandonne à nouveau. Ce pattern de rupture n'est pas un défaut de volonté. C'est quelque chose de plus structurel, et il mérite d'être nommé pour ce qu'il est. Le silence, dans les conditions décrites tout au long de cet épisode, exige une chose très précise que la plupart des activités humaines n'exigent pas. Il exige de rester présent sans objet, sans tâche, sans résultat à atteindre, sans retour immédiat, sans signal qui confirme que quelque chose se passe bien. Les transformations que le silence déclenche sont réelles et totalement invisibles depuis l'intérieur au moment où elles ont lieu.
Tu ne perçois pas ton cortisol chuter. Tu ne ressens pas l'onde θ s'amorcer. Tu ne sais pas, dans l'instant, si la préconsolidation mémorielle est en cours ou non. Le silence ne te donne rien en retour dans l'immédiat. Rien que tu puisses saisir, vérifier, mesurer par toi-même. Et c'est précisément ce que le cerveau contemporain supporte de moins en moins bien. Pas par faiblesse, par apprentissage. Chaque système que tu utilises au quotidien est conçu pour fournir un retour immédiat. Un geste, une réponse, une question, une réponse, une attention, une récompense. Le cerveau s'est adapté à cette cadence. Il a appris à interpréter l'absence de retour comme le signe que quelque chose ne fonctionne pas, que l'activité est vaine, que l'effort est sans objet. Quand le silence ne renvoie rien, ce signal vide est lu comme un signal négatif. Et la tentation de combler devient presque physiologique. Ce que cette observation révèle sur notre rapport au silence n'est pas une critique. C'est un fait neurologique avec une conséquence philosophique. Le silence est difficile à maintenir parce qu'il contredit structurellement l'architecture de l'attention que la vie ordinaire construit. Et cette contradiction ne disparaît pas parce qu'on comprend ces mécanismes. Comprendre le conditionnement ne suffit pas à le défaire. Comprendre la neuroplasticité ne suffit pas à la mobiliser. La connaissance du mécanisme et la capacité à habiter le silence sont deux choses distinctes. Ce que l'épisode a traversé, de la chute du cortisol à l'épaississement cortical, de l'onde θ à la désactivation de l'amygdale, de la préconsolidation mémorielle au conditionnement pavlovien des états internes. Tout cela converge vers un point que la science mesure mais ne prescrit pas. Elle décrit ce qui se passe. Elle ne dit pas ce que tu dois en faire. Et c'est là, précisément, que le geste appartient à autre chose qu'à la neurologie. Chaque soir, dans le moment entre l'éveil actif et le sommeil, il existe une fenêtre. Ce qui s'y passe dépend en partie de ce que tu y apportes, ou de ce que tu n'y apportes pas. 10 minutes de silence dans cette fenêtre déclenchent des transformations que ni l'effort, ni la volonté consciente, ni aucune substance ne peuvent reproduire exactement. Le cerveau fait ce qu'il a appris à faire si on lui en laisse le temps, si on lui en donne les conditions. La question que cet épisode laisse ouverte n'est pas de savoir si tu devrais méditer. C'est une question plus ancienne, plus personnelle, que la neurologie ne peut pas trancher à ta place. Ce que tu choisis de mettre dans cette fenêtre, stimulation, silence, ou quelque chose entre les deux, construit quelque chose. Lentement, invisiblement, de façon anatomiquement réelle. Ce choix se répète chaque soir. Et chaque répétition s'accumule quelque part dans la structure de ce que tu es en train de devenir. Bonne nuit.